et bienvenue dans Conscience Sauvage, un podcast pour celles et ceux qui suivent leur instinct, qui plongent en eux-mêmes et incarnent leur spiritualité dans le réel. Un espace pour t'aider à ressentir et te souvenir que tout est déjà là. Ensemble, on va questionner, traverser et se laisser habiter par la vie. Si ça résonne en toi, n'hésite pas à laisser 5 étoiles à ce podcast et à le partager à la personne à laquelle tu es en train de penser. Merci et bon épisode! Hello et bienvenue dans ce tout nouvel épisode. Pardon pour ce vibrato insupportable, mais est-ce que vous êtes prêts pour le sujet d'aujourd'hui parce que c'est un gros morceau. Je vous ai laissé un peu en suspense la dernière fois après un épisode assez haut en couleur, on va dire, où je vous raconte une séance de lecture d'aura carrément inconfortable pour moi qui m'a laissé très frustrée, mais qui a eu un énorme retentissement dans ma vie, car c'était le point de départ d'une prise de conscience, celle que mon mental en fait bloquait énormément de choses dans ma vie, notamment l'accès à mes perceptions extrasensorielles, mais aussi le fait de vivre et de ressentir mes émotions, tout simplement le fait de me laisser traverser par les épreuves aussi, m'autoriser donc à vivre ma colère, de la tristesse, etc. Et je vous disais qu'en fait le mental, moi ce que j'appelle le mental dans sa partie négative, c'est la suranalyse, la rumination, l'anticipation négative, l'anxiété que ça peut générer, c'est que en fait la partie émergée de l'iceberg, parce que pour moi il est une conséquence de tout un tas de stratégies de contrôle, de suradaptation, qui sont souvent présentes depuis plusieurs années chez les individus qui vivent ça aussi, et qui brident complètement l'expression de soi, la spontanéité, la confiance. Et du coup, c'est pas une mince affaire à déconstruire parce que qui dit contrôle, qui dit mental égale barrière plus. Mais avec de la patience, on y arrive. Alors, pour moi, le plus gros déclic, ça a été l'inner dance, qui est notre sujet d'aujourd'hui, où il faut absolument que je vous raconte le combat que ça a été. Mais il y a aussi 2 autres clés qui méritent d'être mentionnées d'abord, pour travailler un peu sur tout ça et essayer d'arriver à ce fameux lâcher-prise. Alors probablement que je l'ai déjà mentionné, mais la première clé, c'est la kinésiologie. Pourquoi ? Parce que c'est une pratique qui te permet de mettre de la conscience sur tous ces automatismes, toutes ces stratégies de contrôle, de protection, d'adaptation. Parce que t'as beau vouloir changer les choses avec ton mental, s'il y a quelque chose qui coince inconsciemment en lien avec toute cette stratégie, tu vas juste te buter au problème et tu vas jamais pouvoir aller de l'avant. Donc savoir comment tu fonctionnes, pour moi, c'est quand même essentiel. Parce que si tu connais pas ni tes besoins ni tes limites, comment savoir quand t'es en train de les dépasser ? C'est un peu ça le truc. Donc la kinésio, top pour se connaître, pour mettre en lumière toutes ces stratégies qui un jour nous ont protégés mais qui aujourd'hui nous entravent plus qu'autre chose, et pour créer de nouvelles autoroutes neuronales dans le cerveau, pour que là où il y avait du doute, de la peur, des restrictions, du danger, le cerveau comprend que maintenant c'est ok, on a remis de la sécurité, on a enlevé la charge négative qui était associée, et on peut donc être de nouveau confronté à une situation challengeante, sans activer toutes les protections, les barrières qu'on avait avant. La deuxième clé qui m'a aidée dans cette quête de lâcher le mental, c'est vraiment de me confronter au vide. Parce que le mental, il adore être occupé, sauver, réparer, guérir, contrôler, anticiper, réfléchir, combler. Et il déteste le rien, le néant, l'ennui, la patience, mon Dieu, la patience, l'espace et le vide. Et d'ailleurs, je reviens 2 secondes sur la kinésio, parce que ça, le cerveau, il aime, ça le nourrit, il a des réponses, il trouve du sens, pourquoi ça va pas. Tu peux rester des années à essayer de chercher d'où viennent tes barrières, tes protections, est-ce que ça vient de l'enfance, est-ce que ça vient du transgénérationnel, est-ce que ça vient de vie antérieure. Tu peux trouver moult informations dans même diverses pratiques qui vont venir t'apporter satisfaction. Et du coup, le risque pour les addicts et les contrôles freaks du mental, c'est de rester là-dedans indéfiniment. Et du coup, le fait de comprendre devient un moyen de se sécuriser. Et d'encore une fois, de ne pas accéder à ce lâcher-prise où on fait confiance, on est dans le moment présent, on se laisse juste traverser par ce qui nous arrive. Donc attention à ce que cette quête de compréhension de soi ne devienne pas justement une boucle infinie qui nourrit cet aspect de contrôle. Si je sais, je peux tout contrôler, je peux tout anticiper et donc tout ira bien.
j'en reviens à cette clé de se confronter au vide. Comment savoir si toi, t'en as peur? Est-ce que, par exemple, tu cherches tout le temps à combler ton agenda, à ne pas être seul plus d'une journée? Est-ce que tu détestes t'ennuyer, t'évites d'être peut-être dans le silence? Est-ce que tu as toujours besoin qu'il y ait quelqu'un qui fasse les choses avec toi? Genre, tu peux pas faire une activité seule, tu as besoin d'un compagnon, d'une copine. Il peut y avoir des questions d'attachement non sécurisant là-dedans, de dépendance, etc. Et bien sûr, le mental qui ne s'arrête jamais. Tout ça, ce sont des indices que le vide peut te faire peur. Et donc, une fois que tu es allé chez ta super kinésio qui a mis le doigt sur cette peur du vide, l'idée, ça va être de s'y confronter. En tout cas, c'est ce que moi, j'ai testé. L'idée, début de semaine, d'avoir rien de prévu pendant tout un week-end, personne à voir, pas d'activité à faire, ça m'angoissait. Et du coup, je me suis forcée, arrivée le samedi après-midi, à ne pas remplir ma journée avec des tâches, parce qu'en général, on se dit, voilà, il y a le ménage à faire, peut-être de l'administratif, patati patata. Eh bien non, juste se poser 2 minutes et de se dire, ok, t'es en train de flipper là, mais il n'y a pas de raison, tout va bien, tu es en sécurité, tu vois, tu peux te parler comme ça. Oui, tu n'as rien à faire, oui, tu n'as pas d'utilité, mais tu n'as pas besoin d'être utile pour exister. Tu n'as pas besoin d'être performante pour mériter de te reposer ou de ne rien faire, de ne pas être productive. Et ça, c'est un peu triste, on le voit beaucoup justement sur les neuroatypiques qui ont passé toute une vie à se suradapter et à essayer de faire comme les autres, qui passent leur vie à être en décalage et à courir pour essayer de rattraper un rythme qu'ils n'ont pas. Et quand enfin ils ont l'opportunité de prendre du temps pour eux et de retourner le focus sur eux pour essayer de s'en sortir et aller mieux, et faire ce travail d'introspection, ils se rendent compte qu'ils savent pas qui ils sont. Ils savent pas quel est leur goût, quelles sont encore une fois leurs limites et leurs besoins, qu'est-ce qui les amuse, qu'est-ce qui leur redonne vraiment de l'énergie. Et ça peut même passer par une vraie phase de deuil quand tu te confrontes comme ça au vide. En mode, ok, celle que j'étais avant, là, avec toutes ces protections, toutes ces barrières, toutes ces stratégies de contrôle et d'adaptation, j'ai de la peine pour cette personne qui a dû en arriver là et qui aujourd'hui, qui est une adulte, qui est perdue, qui flippe de pas pouvoir passer un moment sans rien, détendu. Ça peut générer pas mal d'émotions, mais je trouve que c'est un super exercice. Parce que pareil, on peut rester dans la compréhension des choses, pourquoi je vais pas bien, d'où ça vient, etc. Mais au bout d'un moment, il faut se reconfronter à la situation quand on a construit suffisamment de sécurité intérieure pour s'en sortir capable, pour justement aller tester, ok, là j'ai retrouvé mes ressources, je peux faire ce qui me semblait être une montagne avant. J'ai dit il faut, je dois, c'est en général les phrases interdites. Bien sûr, chacun va à son rythme. Et tout dépend évidemment du trauma de base. C'est souvent pas en une séance de kinésio que tu peux faire péter tous tes verrous et après tu te sens surpuissante et on y va, etc. Je préfère le repréciser encore une fois. Cette notion d'aller à son rythme, elle est ultra importante, surtout pour les neuroatypiques. Ok, maintenant que je vous ai parlé des 2 premières clés pour enrayer le mental, je vais vous parler de ma rencontre avec l'Inner Dance, qui est une transe consciente, que vous avez peut-être déjà entendu parler sous le nom de Kundalini, et je vais y revenir, sur cette distinction de nom. Donc si vous suivez un peu la chronologie de ces épisodes, là, on est en avril 2024. Je viens tout juste d'avoir cette lecture d'aura, et 3 jours plus tard, je m'inscris pour la première séance d'Inner Dance en visio. Et pourquoi je me suis inscrite à ça ? Comme d'habitude, c'est l'univers qui est venu toquer à ma fenêtre et qui a pas arrêté de me ramener à mes oreilles le mot Kundalini parce que je ne connaissais pas l'Inner Dance à la base. Et comme ça a insisté, c'est venu par plein de canaux différents et je me suis dit quoi, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que je dois comprendre ? Et donc j'ai commencé à me renseigner et à regarder un petit peu ce que c'était. Et c'était assez étrange parce que tout ce que je voyais au départ, c'était des vidéos de nanas sur des tapis de yoga qui avaient l'air complètement manipulées énergétiquement, qui ont des tremblements, des mouvements imprévisibles avec une nana au-dessus. Je me suis vraiment demandé mais qu'est-ce que c'est ? Et je fais exprès de vous le décrire comme ça parce que c'est vraiment comme ça que ma rencontre s'est faite avec cette pratique. Donc ça m'intrigue, ça me fait un peu flipper, faut le dire. Mais comme l'univers il arrête pas, je me dis ok, voilà, si vous vous souvenez de l'épisode 3,
l'intuition nous emmène pas là où c'est confortable et connu, donc vas-y, on y va, on teste, de toute façon c'est en visio, je risque pas grand-chose. Et donc, qu'est-ce que c'est que cette pratique? L'inner dance, déjà, ça n'a rien à voir avec la danse. C'est juste le nom qu'a choisi son créateur, Pi Villaretsa, pour évoquer un peu les mouvements internes que peuvent se passer quand on est dans ces états d'expansion de conscience. Il y a une forme de notion de circulation de l'énergie vitale. Et pour la petite histoire, l'inner dance a été créé en premier et ensuite la Kundalini. Donc la Kundalini découle de l'inner dance et a ses variantes, qui est aussi différente du yoga Kundalini. Et donc c'est quoi le principe? Je reviens dessus. Parce que pour le coup, c'est vraiment lié au fait de lâcher le mental. C'est une manière d'entrer naturellement dans un état modifié de conscience, qu'on peut aussi appeler transe. Mais ce mot, il peut faire un petit peu peur parce que dans l'imaginaire collectif, quand tu dis transe, souvent tu vois quelqu'un de possédé, qui a les yeux révulsés, qui répond plus de rien, alors que c'est pas ça l'expérience. Il peut y avoir des yeux qui se révulsent parce que je l'ai déjà vu, mais il y a toujours une partie de toi qui est là, qui est dans la pièce, qui peut reprendre le dessus de l'expérience. C'est pas une entité qui vient te posséder, pas du tout. C'est l'intelligence de ton corps qui se réveille, qui participe à un processus de nettoyage et qui peut te faire vivre des expériences spirituelles assez incroyables. Et quels bénéfices ça a, outre ceux que je viens de mentionner? Là, ça apaise le système nerveux, ça peut te permettre de libérer des émotions qui sont enfuies, de retrouver des espaces de sécurité à l'intérieur de toi, de reconnecter à ton corps, d'avoir des prises de conscience, de vivre un sentiment de reliance au grand tout, voir des âmes, des êtres chers disparus. Donc ça peut être une expérience hyper agréable parce qu'on peut toucher à des moments d'extase, de grâce, on peut même avoir des orgasmes. Mais ça peut aussi être inconfortable quand on revisite une émotion douloureuse, des moments pas faciles de notre vie qui nous donnent envie d'hurler sur le moment, de frapper le sol, de pleurer à chaudes larmes. Il faut savoir que c'est vraiment encouragé dans la pratique de se laisser aller à ces émotions. Chose qui n'est pas facile, n'est-ce pas, quand on est quelqu'un dans le mental et qui a l'habitude de se contrôler en public, qui a peut-être du mal avec la vulnérabilité. Si tu rajoutes en plus que tu es quelqu'un de pudique, qui a besoin de temps pour se sentir en sécurité auprès de l'autre, tout ça, ça peut faire que c'est méga compliqué de s'autoriser à laisser sortir ces émotions qui sont pourtant en demande d'être évacuées. Oui, parce qu'en fait, c'est une pratique de groupe. Je propose aussi de l'individuel. Oui, parce que après avoir découvert cette pratique, depuis, je me suis formée et maintenant, je la facilite. Mais en général, ça se fait dans une salle avec des copines à côté de toi. Donc, t'es sur ton tapis, t'as un plaid, tu peux avoir un masque pour les yeux pour vraiment être dans ta bulle et être connecté à ton intériorité. Et il y a une playlist qui passe, qui joue d'ailleurs un grand rôle que je vais détailler un peu plus tard parce que c'est super intéressant. Mais ce qui fait que voilà, tu peux entendre la voisine, avoir ses émotions. Parfois, ça peut t'aider toi-même à les relâcher. Tu te dis, ok, je suis pas toute seule à pleurer à gros sanglots là. Et parfois, ça peut être un peu déstabilisant parce qu'il y a des fois des personnes qui ont besoin de hurler et du coup, tu sens au fond de tes tripes à quel point ça vient du fond des siennes. Et du coup, c'est méga prenant. Mais je sais pas si ça peut vous rassurer, mais j'ai constaté qu'à chaque fois que les personnes s'inscrivent à un atelier ou à une séance comme ça, elles ont toujours des choses en commun. Elles sont en train de vivre une même situation. Enfin, c'est même plus drôle à la fin, tellement c'est récurrent. Tout ça pour dire que si vous êtes là ensemble à cette séance, à ce moment-là, c'est pas pour rien, c'est que vous avez quelque chose à vivre ensemble et souvent vous avez plus de points communs que vous ne le savez. Et souvent, il se passe des trucs de fou. Par exemple, il y a une personne qui va se mettre à hurler et à la fin, pendant le temps d'échange, elle partage le fait qu'elle a hurlé mais qu'elle avait l'impression de hurler pour une des copines qui arrivait pas et qui était allongée juste à côté. Et souvent, la copine en question, elle va répondre en disant ouais, j'ai l'impression qu'à ce moment-là, t'as hurlé pour moi parce que moi, j'y arrivais pas. Alors que chacun est dans sa bulle, chacun est dans son expérience, personne se parle, personne se regarde, tout le monde est en état modifié plus ou moins de conscience, donc personne se donne rendez-vous, tu vois. Et pourtant, on est tous et toutes interconnectés, interreliés. Et ça, déjà, c'est complètement fou. Donc, comment se passe une séance? T'arrives,
Il peut y avoir un cercle d'ouverture avec une météo intérieure, chose que j'ai déjà faite. On peut tirer des cartes, il peut y avoir une mise en corps, une méditation, et ensuite on s'allonge et c'est parti, chacun plonge dans son monde intérieur. Ça se fait encore une fois sur une playlist qui dure en général plus ou moins 1 heure. Et c'est un peu comme en kinésio, tu sais jamais ce qui va se passer à l'avance, c'est ton corps qui choisit là où il a envie d'aller, vers ce qui a besoin d'être vu, ressenti à l'instant T. Et en tout cas, pour moi, chaque séance a vraiment été différente. Et donc, on est invité à suivre nos élans, à danser, à bouger, à éclater de rire si on en sent le besoin, à incarner un animal. Oui, ça arrive régulièrement. J'ai des dossiers, vous avez pas idée. Parce que le mot d'ordre, c'est s'autoriser. Et encore une fois, c'est pas le point fort d'une personne dans le mental. Vraiment pas. Surtout quand t'es ce profil habitué à bien rentrer dans les cases, à être une petite fille gentille qui dérange pas, qui n'est jamais en colère, qui a du mal à être spontanée. L'inner dance, c'est l'extrême inverse. Donc probablement que tu vas expérimenter quelques barrières à franchir avant de t'autoriser à faire tout ça. Et moi, j'ai choisi l'inner dance justement parce que c'est laisser la personne vivre son processus. Si la personne, elle a besoin de comprendre que son mental la bloque et que ça l'empêche complètement de se reconnecter à elle-même ou de vivre une expérience spirituelle ou quoi que ce soit, et ben c'est la prise de conscience dont elle a besoin sur le moment. Il y a d'autres écoles dont le but, c'est d'activer ton énergie vitale pour avoir une montée de Kundalini et espérer un jour atteindre une forme d'éveil, mais ça peut être un peu plus poussif. Parce que c'est pas laisser à la personne, justement, l'opportunité d'aller à son rythme, puisque la facilitatrice va venir appuyer des points énergétiques pour inciter au déblocage, et ça, c'est pas en accord avec mes valeurs. Et c'est pour ça que j'ai choisi, moi, particulièrement, l'inner dance plutôt que la Kundalini. Mais c'est à ses risques et périls. J'ai adoré la fois où une copine avec qui j'étais en train de me former, qui a raconté qu'après avoir fait ses premières séances d'inner dance, a eu le retour « Oui, c'est cher payé pour une sieste inconfortable ». Ah oui, ça pique un petit peu. Vous vous demandez probablement, mais comment on fait pour partir dans cet état de transe consciente ? Et là, j'ai envie de vous dire bonne chance, parce que c'est tout simplement votre capacité à lâcher prise, à vous abandonner au moment présent et à ce qui se passe en vous. Donc autant te dire, si ton mental a l'habitude de tourner à blinde, ce n'est pas une mince affaire. Heureusement qu'il y a quand même les playlists qui sont construites pour nous aider, parce qu'elles sont faites pour nous plonger dans des ondes cérébrales qui sont proches de celles du sommeil et qui permettent du coup cette détente. On peut d'ailleurs décrire l'inner dance comme un rêve éveillé, parce que tu vas avoir des images, tu vas avoir des sensations, tu vas vivre une sorte de voyage intérieur, sauf que tu dors pas et qu'il y a toujours une partie de toi qui reste consciente. Et les morceaux s'enchaînent pour te faire passer par différentes émotions, différentes ambiances, qui soutiennent ce voyage. Mes playlists sont aussi construites pour simuler une dissolution de l'ego. Il y a comme une narration derrière la construction des morceaux que je choisis qui te font vivre comme un personnage de roman ou de film, une aventure, où début tout va bien, t'es en train de te promener dans la forêt, et bim, il y a un élément perturbateur qui va venir sur son chemin, qui le déstabilise, et ensuite le challenge va s'intensifier jusqu'à une forme de purge où le personnage ne peut plus reculer, pour arriver à une forme de dépouillement de soi, puis d'éveil, puis d'unification. Là, je vous ai fait un méga raccourci, mais en gros, c'est l'idée de ce qui peut se passer aussi en arrière-plan, sans que vous le sachiez, parce que je le précise pas du tout aux participantes, parce qu'elles n'ont pas besoin de le savoir consciemment. Parce que dans l'inner dance, l'idée, c'est aussi de venir confronter ton système nerveux et tout ton être à des éléments perturbateurs, comme différentes ambiances, ou même des sons que tu rajoutes par-dessus, comme par exemple un gros coup de tonnerre d'un coup, qui peut te connecter à des émotions, des souvenirs ou des situations, qui vont venir activer le système nerveux sympathique, qui répond au danger, au stress, et qui va peut-être faire émerger des émotions, des souvenirs, des situations difficiles que tu aurais vécues dans le passé pour pouvoir justement les intégrer dans de la sécurité, dans le lien, dans un cadre encadré
et pouvoir les traverser, les digérer. Je vous donne un exemple, ce sera peut-être plus facile à comprendre. Moi, j'aime pas du tout dans les musiques quand il y a un bruit qui ressemble à des vaisseaux spatiaux parce que ça me fait penser à tous ces films dystopiques là où la Terre a brûlé et il ne reste plus qu'une partie de la population qui doit survivre et pour moi, ça c'est un enfer, ça me file des angoisses. Et qu'est-ce que ça vient chercher chez moi, évidemment, je me suis posé la question. Probablement une forme d'impuissance à exister dans un monde comme ça, qui est souvent dur, où il y a la force qui règne, où le pire de la nature humaine ressort parce que les places coûtent cher et que moi, avec ma sensibilité et mes émotions et mon côté émerveillement, pâquerette et tisane, probablement que je serai la première à mourir. Du moins, c'est ce que me disent mes peurs. Et donc, quand je vais entendre ce bruit, ça va me ramener à tout ça. Mais en m'y confrontant dans un cadre sécurisé où le lien à l'autre est présent, ça me permet de désactiver en fait cette alarme que ça active chez moi, de relâcher ce qui a peur en moi pour que ça ne vienne plus me chercher, que je puisse de nouveau regarder des films sans que ça me crée de l'angoisse. Est-ce que vous comprenez un peu le principe? Là encore, moi j'y vois un parallèle avec la kinésiologie où on vient aussi enlever la charge émotionnelle négative d'une problématique pour y remettre de la sécurité, de la confiance, de la joie. Mais j'ai quand même envie de vous dire que l'inner dance fonctionne même dans le silence. Et là, c'est un peu le détail what the fuck parce que tu te dis, ok, bon, si c'est pas la musique qui t'aide à te détendre et à y aller, c'est toi avec toi-même, hein. Et pour l'avoir vécu en formation, en fait, c'est comme le vélo. Au bout d'un moment, quand ton corps, il a compris comment y aller, il y va tout seul. Et on avait un exercice, il fallait en 20 minutes, se déconnecter et plonger. Et le corps, il y allait direct. Et tu peux aller très loin en seulement 20 minutes, en silence. Donc, c'est assez magique, quoi. Donc comment ça s'est passé pour moi ? Donc comme je vous le disais au début, il y a une petite présentation en visio de la pratique, de ce que tu peux vivre, etc. Mais la facilitatrice, elle n'était pas du genre à faire du surplus. Donc direct, elle nous a allongés, elle a commencé une petite méditation. Sauf que moi, j'étais pas du tout là-dedans. J'étais encore en train de calculer combien elle allait gagner avec le nombre de participants. Donc voilà, si vous aviez pas compris encore que j'étais dans le mental... La meuf irrécupérable. Ceci dit, je pense qu'elle a un bon salaire, hein. Donc, le temps que je referme ma calculette et que je m'allonge, la méditation n'a servi à rien puisque ça m'a pas du tout... J'ai pas eu le temps de me détendre, quoi. Et faut dire que j'avais quand même des appréhensions. Parce que quand tu vois des meufs se tendre sur Insta, tu te dis « Ok, mais qu'est-ce qui va m'arriver ?» Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que si t'as peur, du coup, tu vas être dans le mental, du coup, tu ne vas rien vivre. Donc, autant ne pas avoir peur, même si je sais que c'est facile à dire, hein, je l'ai vécu. Et donc, je suis allongée sur mon tapis et j'attends 10 minutes, 15 minutes. Et là, je comprends qu'il n'allait rien se passer de plus que moi qui écoute de la musique sur mon tapis pendant 1 heure et que si je n'y mettais pas un peu du mien pour déconnecter, j'allais complètement passer à côté de l'expérience. Et ça, pour la bonne élève en moi, ce n'était pas possible. Donc j'ai essayé toutes les techniques que je connais, l'auto-hypnose, le breathwork, parce que j'avais déjà commencé la respiration connectée qui m'a vachement aidée pour l'inner dance avant cette première session. Des visualisations, tu sais, où tu te visualises, regarder la pièce de haut, puis ton appartement, puis ton quartier, puis ta ville, puis ta région, etc. pour te connecter à la source. J'improvise, j'essaye par tous les moyens de m'y connecter et j'y arrive un peu par intermittence. Des fois, j'ai envie de pleurer, je sais pas pourquoi. Sur certaines musiques, voilà, je suis émue. Je ressens du froid, parfois du chaud. J'ai même ressenti quelques élans de joie. À un moment donné, il y a eu une instrumentale de Pocahontas. Du coup, ça m'a reconnecté direct à mon enfant intérieur, à la partie de moi qui aime être aventureuse, dans la nature. Mais bon, je reste un petit peu sur ma faim parce que voilà, ça change pas tellement de mon quotidien. Moi, j'attendais quelque chose de spectaculaire en fait. J'attendais Instagram, quoi. Eh bien non, au lieu de ça, j'ai pu observer par tous les moyens par lesquels mon mental essayait de me faire sortir de cette expérience. Oui, j'étais cet humain qui avait besoin de comprendre ça sur le moment et pour le coup, ça a été hyper utile pour la suite parce que j'ai pu identifier que mon mental revenait avec la classique liste de courses, l'organisation de la vie de tous les jours,
Penser au boulot, ça aussi c'était un sujet qui revenait beaucoup, c'est-à-dire que j'étais déjà en train de faire le script du TikTok où j'allais raconter l'expérience que je n'avais même pas fini de vivre là, que je n'arrivais même pas à avoir. Donc absolument pas dans l'expérience, hein. Moi j'étais déjà dans le futur. Qu'est-ce qui revenait encore? Évidemment des sujets de ma vie perso. Il y avait aussi super utile la partie de moi qui voulait à tout prix réussir l'exercice, qui du coup se mettait à une pression monstre pour y arriver, pour vivre quelque chose, et qui s'en voulait du coup de ne pas y arriver. Donc ensuite il y a eu tous ces sentiments de se sentir nul, pas à la hauteur, pas spécial, pas suffisamment connectée, pas suffisamment ouverte, enfin les jugements habituels, hein. Et il y a la partie de moi qui était gênée qu'il y ait la musique à fond là dans mon bureau et qu'on puisse entendre le style musical que j'assumais pas particulièrement sur le moment. Donc une forme de gêne liée à une forme de représentation de moi-même. Et il se trouve que c'est la parfaite illustration de ce qui se passe un peu au quotidien dans ma tête. Et qui m'empêche d'être dans un apaisement, dans le moment présent, c'est-à-dire pas rejouer le passé ni appréhender le futur, connecté à mon corps, à mes ressentis, à une forme de spiritualité, voilà, qui me transporte un peu. Et du coup, à la fin de l'expérience, j'ai pu prendre toutes ces notes pour m'en rappeler, pour être vigilante au quotidien, pour faire en sorte d'essayer d'enrayer un peu ces automatismes et de faire autrement. Puisque l'expérience m'avait montré que le mental, ça m'a donné vraiment l'impression que c'était une bête sauvage, indépendante de ma volonté propre, qui essayait de m'auto-saboter. Mais j'ai quand même eu le clou du spectacle, on va dire. Dans les 10-15 dernières minutes, mon corps a commencé à ressentir, à exprimer des formes de spasmes et de tremblements que tu peux donc voir sur les vidéos sur les réseaux sociaux. Et là, la bonne élève était contente d'y être arrivée. Mais c'est surtout que d'un coup, j'ai vu une grande lumière arriver et j'ai ressenti beaucoup d'amour et j'ai eu la prise de conscience que, en plus de tout ça, que de mon mental, c'était vraiment le côté rationnel qui me pourrissait la vie. Que j'avais beau aimer les perceptions extrasensorielles, que j'essayais de suivre mon intuition, que j'étais en permanence concircuitée par la logique, les faits, la morale, enfin tout ce côté rationnel qui me coupe en permanence l'herbe sous les pieds. Et c'était vraiment une prise de conscience, pas mentale pour le coup, parce que ça sonnait vraiment comme une évidence. Peut-être que t'as déjà vécu ça dans des grands moments de reliance. C'est comme si la prise de conscience, elle venait de ton âme, de ton corps. Et juste, tu sais que c'est ça qui fout le bordel. Et donc au final, quand j'ai regardé un petit peu, que j'ai pris mes notes à la fin, la séance était quand même assez variée entre les sensations, les émotions, les prises de conscience. C'était pas ce que j'aurais voulu et ce que j'avais anticipé, mais ça a été hyper riche. Et du coup, je me suis dit, oui, la nana de la, de la photo Dora, elle avait raison en fait. Et c'est pour toutes ces raisons que je te conseille d'essayer l'Inner Dance au moins une fois, ou le Breathwork, parce que là, t'as la respiration qui t'emmène dans cet état modifié de conscience. Mais rien que pour le combat avec le mental, teste l'Inner Dance. On n'est pas à l'abri que tu comptes les morceaux jusqu'à la fin et que tu t'ennuies, mais peut-être que ce sera aussi le début du lâcher-prise pour toi. Mon parcours, évidemment, avec l'Inner Dance et la respiration consciente ne s'est pas arrêté là, mais moi, je vais vous laisser là-dessus pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura apporté des clés. N'hésitez pas à vous abonner pour être prévenu des prochains épisodes. Et moi, je te dis à très bientôt. Salut!